Antoine Fauché, bienvenue à Pont-Rouge, chez tes grands-parents. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Hey, tu peux me tutoyer en passant, là. Parfait. Je te donne la permission. Super. Dans tes mains, on a ce qu'on appelle un accordéon. Oui. Tu fais ça depuis 2011, je pense. Oui, c'est en plein ça. Pourquoi un accordéon? Pourquoi pas une basse, une guitare électrique? Pourquoi ce type d'instrument-là? Ben dans le fond, moi, j'ai toujours aimé ça, aller dans les cabanes à sucre, puis voir, entre autres, Richard Martel, Jérémy Plot faire des spectacles, puis le monde embarquait dans la musique, puis je trouve le folklore québécois, ben j'ai toujours aimé ça, puis ben c'est pour ça que j'ai choisi l'accordéon. Puis raconte-moi cette expérience-là, justement, d'aller à un événement, aller à la cabane à sucre, parce qu'on en a des spectacles un peu partout, que c'est des musiciens qui jouent de la guitare électrique dans le piton, de la grosse batterie, mais pourquoi cette ambiance-là de cabane à sucre, le folklore, t'a attiré toi particulièrement? Ben c'est une question qui est quand même difficile à répondre, mais j'ai toujours, l'accordéon, tout le monde connaît un petit peu les rigodons, puis je trouve que c'est plaisant à entendre, puis tout le monde embarque dans ces affaires-là, puis les danses qui se créent là-dessus, puis je sais pas, c'est amusant, là, c'est agréable. Puis toi, parmi tes inspirations, tes influences, tu as mentionné Jérémy Plot. Oui. Quelle était l'autre personne? Richard Martel. Pourquoi? De quelle façon ces gens-là... Parce qu'on peut être un bon joueur de harmonica, de guitare, d'accordéon, mais on n'inspire pas nécessairement quelqu'un. Donc, qu'est-ce que ces deux personnes-là ont fait pour vraiment les capter ton oreille et ton attention? Ben dans le fond, ces deux personnes-là, ils ont la méthode de mettre le party, de mettre l'ambiance, puis ils sont capables de faire danser le monde, puis... Toi, t'es un gars de party. Ouais, moi j'aime bien ça, ouais. Il faut mettre le party, puis j'aime ça le show, là, tu sais, j'aime ça montrer au monde ce que je suis capable de faire, puis j'aime ça que le monde embarque avec moi dans ma passion, qui est l'accordéon. Tu sais, voir le monde danser à partir de ce que tu fais, ben c'est toujours plaisant, puis c'est bien agréable. Dirais-tu qu'il y a des préjugés encore sur l'accordéon? Il y en a qui vont dire, par exemple, ben, c'est un instrument plus de personnes âgées. On est un peu surpris de voir un jeune avec ça parfois. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces préjugés qui sont vraiment pas vrais? Ben moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de préjugés encore. Puis ben moi, ce que je vais leur dire, ben c'est que c'est pas, tu sais, essayer de jouer d'accordéon, puis vous allez comprendre que c'est pas évident, puis que c'est un très beau instrument de musique. Puis tu sais, il y a de la musique pour tous les goûts. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime moins ça, mais il y en a pour tous les goûts. Puis moi, j'aime l'accordéon, puis ben je me casse pas la tête avec les préjugés, là. Justement, tu parles des premières notes, de l'horloge qui est là, mais de l'accordéon également. C'était comment commencer l'accordéon? J'imagine que ça devait être dur, là, mais à quel point c'est difficile? C'est extrêmement difficile. Tu sais, les premières notes, avec un piton, tu fais deux notes. En poussant, tu vas faire une note, puis en tirant, tu vas faire une autre note. Fait que, tu sais, c'est de comprendre le concept, puis après ça, c'est d'ajuster ton accord, puis d'ajuster ton tempo, puis toujours garder la même fréquence. Là, c'est très difficile. Au début, as-tu pensé, honnêtement, là, entre nous, là, tu pensais abandonner en disant, là, c'est tellement dur, là, je suis pas capable. Je veux dire à mon professeur que j'arrête. Il y a des bouts que, oui, des fois, le soir, je pratiquais l'accordéon, puis là, ça marchait pas. Je venais la mouiller sur le toupette, là, puis là, ça là, marchait t'es correct, pas. Je là, je suis correct, là, ouais, mais là. tu sais, il y a des fois là, que je venais découragé, puis là, je lâchais l'accordéon, puis là, genre, je suis tanné, puis là, tu sais, il faut tout le temps se pratiquer, parce que, tu sais, quand on arrive à la pratique la semaine suivante, ben, tu sais, faut montrer à nos professeurs qu'on a travaillé tout au long de la semaine. Puis, tu sais, des fois, ça marchait pas, puis là, j'arrivais, j'étais découragé, puis, tu sais, des fois, c'était pas évident, là. Puis, en ce moment, là, maintenant, là, que ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, tu te considères comme quel type de joueur d'accordéon? Ben, je me considère un type de joueur d'accordéon plus niveau party. Je joue pas fréquemment parce que j'ai beaucoup de travail, mais tu sais, j'aime ça quand on arrive sur un party dans un chalet, on sort l'accordéon, on joue 4-5 petites tunes, on met l'ambiance, puis c'est bien le fun. Mais on a parlé des préjugés tantôt. As-tu joué devant tes amis? T'sais? Parce que toi, t'as quel âge? T'es relativement jeune? Moi, j'ai 20 ans. T'as 20 ans, t'as des amis de 19, 20, 21. Oui. As-tu joué l'accordéon devant eux autres? Ben oui, certainement. C'était quoi leur réaction? Ils Raconte-moi. ont trippé, tu sais, c'est toujours le plaisant d'entendre ça, puis tu sais, voir leurs amis jouer de la musique, puis mettre l'ambiance, ils ont très aimé ça. Puis ils étaient surpris de te voir arriver avec ça? Est-ce qu'ils savaient que tu suivais des cours? Extrêmement surpris. Surtout, j'ai déjà amené mon accordéon à l'école.
Ah oui? Ouais, à l'école, en 5e année, j'avais amené mon accordéon. Mon professeur me l'avait demandé, puis j'avais amené mon accordéon à l'école, puis j'ai joué l'accordéon devant la classe, puis j'ai joué. Le monde, ils ont capoté. Jamais ils auraient pensé le ça de moi. Puis là, à ce moment-là, t'as quel âge? 15-16 ans? Je sais Ah, pas. plus jeune que ça, j'étais en 5e année, j'allais peut-être avoir 12 ans, 13 ans, 15 ans. On va te donner 11 ans, là, on va Ouais. dire, t'es en 5e année, t'arrives devant 30 élèves, des amis, des gens que tu connais moins, de toutes sortes. Puis on sait, le primaire, c'est quand même c'est pas une période qui est toujours facile. Toi, t'arrives avec un accordéon, tu dois être stressé, dire hey, j'espère qu'ils vont triper. Ben pour vrai, pas en tout. T'sais, moi, j'étais là pour avoir du plaisir puis montrer au monde ce que j'étais capable de faire. Puis ils ont tout apprécié, ça je me rappelle très bien. Tu as joué devant des plus jeunes, tu as joué devant des moins jeunes aussi, tu as été dans des résidences pour personnes âgées, tu as joué. Pourquoi c'était important pour toi d'aller là puis partager ta musique? Ben tu sais, à l'époque, l'accordéon, c'est un instrument qui était très populaire. Puis ben eux autres, dans une résidence, ben tu sais, c'est pas toujours des conditions agréables. Fait que jouer, leur mettre de la vie, leur mettre de la joie dans leur vie, là, ben pour moi, c'était très important. Puis qu'est-ce que tu ressentais de leur part quand tu allais leur jouer? Ben, je ressentais rien que de la joie. Moi, c'est le plaisir. Puis, tu sais, je les voyais danser, taper des mains, puis leur sourire, ça m'a touché. Puis, d'aller dans des résidences, quand même, tu vois à quel point il y a des gens qui sont seuls, qui vivent en solitude, puis qui sont tristes, qui ont presque plus de famille, ou la famille ne va pas toujours les voir. C'est une réalité au Québec, quand même. Toi, tu as l'instrument de party puis de rassemblement par excellence. Penses-tu que, je sais pas s'il y a une réponse précise, là, mais crois-tu que jouer de l'accordéon, ça peut rassembler les gens, puis ça peut peut-être changer l'espèce d'effet d'isolement qu'on ressent parfois? Ah oui, entièrement. Parce que quand on joue de l'accordéon, tu sais, c'est une note qui est spéciale, puis aussitôt qu'on entend ça, on dirait que ça nous donne le goût de danser, ça nous donne le goût de se rassembler, puis let's go, on danse, puis on chante, puis moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis ça, est-ce que c'est un accordéon? Est-ce que c'est le tien? Est-ce que tu l'as loué? Oui, ça, c'est le mien, ça, oui. Ça coûte combien, par exemple, là, Celui-là, comme ça? neuf, elle coûte à peu près 4500 $, mais elle, je l'avais acheté usagé à peu près au coût de 1500-2000 $. Okay. Ouais. Fait que usagé, dirais-tu que c'est quand même abordable? Ben, c'est un instrument qui est quand même dispendieux, mais à long terme, ça dérange pas. C'est ça, tu peux le garder. Oh, ouais, tu peux garder ça longtemps. à la vie. Tu sais, ça, cet accordéon-là a peut-être 70 ans, là, puis il est encore à l'état neuf. Là. Mais toi, Antoine, après combien d'années, de mois, tu as atteint un stade où tu t'es dit OK, je suis bon à l'accordéon, là, ça va bien. Parce que moi, je joue pas d'un instrument en particulier. J'ai des amis qui jouent de la guitare. Après 1 an, ils se trouvent encore poire un peu. Mais après combien de temps, toi, personnellement, avec l'accordéon, tu t'es dit OK, j'ai atteint un niveau, puis là, ça va juste aller en haut? Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé avec une accordéon, une rangée, ce qu'on appelle une rangée, une rangée de pitons. Ça, c'est un accordéon comme de base? Ça, c'est pas de base, mais tu sais, ouais, c'est un petit peu de base. Tu sais, il y a juste une rangée. Ensuite de ça, ben, j'ai augmenté le niveau. Puis là, je suis venu avec une 2 rangées. Puis là, après ça, ben, là, mon professeur me dit on peut augmenter encore, on est capable d'aller chercher une 3 rangées. Fait que là, ben, j'ai cherché avec mon père, puis on a trouvé une 3 rangées. Puis là, j'ai commencé à jouer avec une 3 rangées, aller chercher d'autres types de notes, puis aller jouer avec mes accords. Puis surtout que j'ai senti que j'étais capable de vraiment manipuler la 3 rangées ainsi que les accords. Puis là, je me suis dit que j'étais rendu quand même un joueur qui est quand même bon, là. Qui est quand même bon. Mais même plus que quand même bon, je pense, parce que tantôt, on t'a entendu jouer, puis ça a l'air tellement naturel de ta part. Là, je me demande quel stade ou quel objectif tu veux atteindre avec ça. Est-ce que tu le fais carrément pour le plaisir ou tu veux te rendre à, je sais pas s'il y a des compétitions de ça, ou à quel niveau tu veux aller avec l'accordéon? Moi, c'est vraiment juste pour le plaisir, puis jouer, sortir ça devant mes grands-parents, puis devant mes amis, puis le soir dans une cabane à sucre ou bien à mon chalet, on sort ça, on joue des petites tunes, on prend une petite bière à travers ça, puis on a bien du plaisir avec les amis puis notre famille. Puis ta famille, la réaction en t'entendant jouer la première fois de l'accordéon, c'était quoi? Ben moi, je me rappelle de mon grand-père, lui, il capotait, là, les yeux dans l'eau. Oui, ça y rappelait des souvenirs. Oh, oui, puis ma grand-mère aussi, même la même chose pour elle. Mais toi, ça doit te rendre fier également. T'sais. Ben oui, certainement. Et Antoine, là, toi, tu joues l'accordéon, ton frère, tu as parlé de tes inspirations aussi, Jérémy Plot. Penses-tu que ça va gagner en popularité? Puis qu'est-ce que tu dirais à des jeunes là, de 20 ans de ton âge là, qui, je sais pas, ils s'ennuient, c'est la fin de la pandémie, ils veulent faire de quoi? Puis comment tu les convaincrais de commencer l'accordéon? Mais si vous voulez mettre du party et avoir du plaisir avec votre famille comme vos amis, achetez-vous un accordéon, appelez un professeur, puis commencez cet instrument-là. C'est vraiment agréable. Puis
ça nous fait passer des beaux moments, puis ça nous désennuie énormément. Et toi, tu as eu un professeur. Est-ce que tu accepterais d'être le mentor d'un débutant qui veut commencer à jouer de l'accordéon? Ben oui, mais je pense que je n'ai pas encore l'expérimentation pour apprendre vraiment à un élève comment bien jouer. Tu sais, c'est beaucoup d'années de pratique pour ça, puis je crois que j'ai d'autres noms en tête là, qui pourraient les aider. Très sage parole. Antoine Fauché, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Antoine Fauché, je suis accompagné de Gaétan Lefebvre. Nous allons jouer la basse-trogne. Yvon Robert Bédard, bonjour. Bonjour. Ah ben on a tenu les promesses, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est rencontrés à la Maison de culture de Donnacana, on avait dit qu'un jour on expliquerait le fonctionnement du tambour, c'est-à-dire de la batterie, comment ça fonctionne. Supposons que je suis un jeune qui veut commencer dans la musique, peu importe l'âge. Je voudrais savoir un peu là, cet instrument-là.
L'historique de cet instrument-là, comment ça a commencé, ça, les tambours, les rythmes? Je pense que ça vient d'Afrique, surtout, les percussions puis tout. Je ne mettrai pas ma main dans le feu dans ça, mais en tout cas, c'est tribal. C'est quelque chose qui vient le rythme. C'est ça, c'est la base d'un groupe, c'est le rythme. Bon. Le drum, ça fait partie de ça, ainsi que la basse. OK. Donc, ça veut dire que dans une pièce de musique, supposons dans un orchestre, c'est ça là, qui est la fonction de base, là, c'est de donner le rythme. Est-ce que ça peut provoquer la danse? Ah ben oui, c'est surtout fait pour la danse aussi. Oui. Oui. OK, d'accord. Et toi, là, d'après tes connaissances, comment ça a commencé, ça, de placer des cymbales, préparer des gros tambours, des petits tambours? Parce que ça a dû probablement commencer par des simples tambours, mais après, comment c'est venu? Dans les quelles années à peu près? Moi, j'en ai vu des vieux sets de drums des années 30 et 40 dans un musée à Nashville. Puis c'était impressionnant. C'était fait avec des caisses de bois bien ordinaires. Mais ça sonnait quand même pas si pire. Ça va bien l'allure. C'était bien le fun. Ça vient vraiment... Puis c'est un instrument qui est fait généralement en bois. Il y a différentes sortes de bois. Tu peux avoir de l'érable plus que le bois pour fabriquer ton instrument est dur, plus que le son est fort. Ah oui? Si tu prends un bois tendre, le son va être plus doux. Il y en a tellement, en fiberglass, en rip pressé, toutes les sortes de bois sont utilisées dans le fond. Ça dépend des marques de chaque compagnie, puis ça a des noms. Chaque partie a un nom. Oui, on va y revenir tout à l'heure sur justement les parties de cet instrument. On dit que vers les années 40, les années 50, là, ça est venu vraiment fort. Est-ce qu'il y a un style de musique particulier qui a fait que cet instrument-là est devenu plus populaire? Je pense que le country américain, ça l'a beaucoup, beaucoup influencé terriblement. Après ça, il y a eu toutes sortes de vagues, rock and roll, rétro, etc., etc. Il y en a tellement de sortes que c'est inimaginable. Chacun a sa propre identité musicale là-dedans, dans le fond. D'accord. Est-ce que cet instrument-là a été populaire aussi dans le jazz? Ah, sûr, oui. Et comment donc? Oui. Et puis, aujourd'hui, c'est encore très nécessaire d'avoir cet instrument-là dans un orchestre. Je pense que c'est primordial. Si tu veux faire de la danse puis faire de l'ambiance pour les gens dans la salle, les publics, ça prend un drum. Si tu n'as pas de drum, tu peux taper du pied, comme beaucoup font dans le folklore, ces choses-là. Oui. Mais c'est le fun avec un drum aussi. Ça élargit la tonalité, le sens de la musique, vraiment. Oui. Ça donne le rythme. On va parler justement de l'instrument comme tel. On voit toujours qu'il y a un paquet de choses. Je pense que c'est le joueur de musique dans l'orchestre là, qui est le plus entouré, là, si on peut dire. Si on regarde les gros, on va appeler ça les grosses assiettes. Là. Exemple, là, dans ceux qu'on voit souvent, là, couleur or. Si OK, on commence par la grosse. Oui. Ça s'appelle un ride. C'est pour... Ça, c'est pour... Comment dire? C'est pour jouer. C'est pour faire différents sons qui vont donner la cadence, probablement? Oui, exactement. Oui. Ça, c'est le crash. Un crash. Punch, maintenant, c'est pour puncher. Il y en a deux. J'en ai deux. Avec des sons différents. J'utilise du Sabian puis du paste. Bon, on voit ça justement, là, quand on regarde ça, là, des fois on est curieux, hein, puis on va voir un peu le drum parce que c'est impressionnant. Il y a différentes marques là-dessus. C'est quoi la différence? La qualité du matériel? C'est la qualité du bois. Ça peut être très, très, très dispendieux. Ça peut partir de 700-800$, un kit de drum, sans cymbales. Parce que les cymbales, tu peux remettre autant d'argent sur tes cymbales que sur ton kit de drum facile.
Ah oui? Ah oui, ça, c'est 150 pièces, ça, c'est 190, un autre 200 pièces 7, puis le ride, ça peut aller jusqu'à 250. Et- Mais tout dépendant de la qualité de l'instrument que tu vas choisir. Mais il y en a des bons kits pour 400-500 pièces, t'as tout. Oui. C'est balancé, tout le kit. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté à Marc Bain. J'ai acheté ça en 84, Ouais. celui-là. Mais j'en avais eu d'autres avant. Marc Gretsch, puis Apollo, ça, c'est mon premier de tout. J'avais utilisé avec le père à Ben Moisan, l'orchestre Sylvain, je ne me souviens pas de son nom, M. Moisan, là. Mais en tout cas, j'avais commencé ça à peu près à l'âge de 14-15 ans. Gilles Moisan, c'est ça? Gilles Moisan, c'est ça. D'accord. C'est en plein ça. Excuse-moi, Gilles. Puis, je jouais dans un petit groupe, mais c'était des mimes, comment on appelle ça? Ceux qui font, genre, c'était pas du karaoké, mais c'était des galas musicales, mais OK. moi, je jouais pour le vrai. Du lip-sync? Du lip-sync, oui, c'est ça. Mais moi, je jouais pour le vrai. Fait que le monsieur Moisan, il vient me voir après veiller. Il dit, hey, avant veiller, il dit, ça te tenterait-tu d'essayer ça? On va jouer ensemble avec Gaston Giroux, Rosaire Laplante, puis monsieur Moisan. Hey, moi, je vais remplacer le drummer. Ben voyons donc, toi. Fait que j'ai essayé ça. Puis j'ai aimé ça tout de suite au bout. On va y revenir tout à l'heure justement au premier contrat. Ouais. Donc, si on regarde aussi encore l'instrument, là, donc on a les cymbales qu'on peut dire qui peut produire des fréquences hautes. Là. Exact. Exact. Maintenant, les tambours comme tels, là, il y en a plusieurs grosseurs. Là. Ouais. Encore là, c'est pour plusieurs fréquences, plusieurs sons, plus sourds, moins Exactement. Il y en a en acier, c'est le snare. Moi, j'avais pris en acier. Il y en a en bois, à cette heure aussi, puis toutes différentes tonalités, différents sons. Moi, j'aime mieux le son métallique. Ça, c'est un Ludwig. Excepté, puis le restant de ma marque, c'est un Slingerland. Il y a le snare, il y a le mid-tom 1, puis j'en ai un autre d'habitude, mais là, il n'y a pas de place. Il y en a un deuxième, mid-tom 2, et le floor tom, ici, et le bass drum. Les pots là-dessus, il y a différentes sortes de pots. Il y a deux marques en particulier, c'est le Remo puis Evans. Evans est plus huileux, il est plus doux un petit peu que le Remo. Mais ça dépend de chacun, ça, c'est chacun son plaisir. Est-ce qu'il y a un type de drum ou une marque particulière pour une forme de musique, pour une sorte de musique? Exemple, est-ce que une certaine marque va faire plus pour du rock et ainsi de suite, ou c'est pas mal standard? C'est pas mal standard. À cette heure, les marques sont tellement compétitives. Tu as du Yamaha, du Slingerland, du Rogers, du Ludwig, j'en oublie les noms, à force qu'il y en a des sortes. Là. Mais non, ça peut. Chaque genre de drum, c'est sûr que c'est tout dépendant de la personne qui joue, qui va être lead, mettons sur un piano ou sur une guitare. Ça va dépendre un peu de qu'est-ce que lui te projette pour pouvoir t'ajuster pour l'achat C'est d'un drum. intéressant. Donc, vous vous ajustez selon la musique que vous recevez, que Ouais. vous entendez, et là, vous allez adapter votre accompagnement en fonction de ça. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, vous entendez quelqu'un qui va faire, supposons, une valse ou un reel, ben Ouais. là, vous allez faire l'accompagnement, évidemment, Ouais. le beat selon ça. Beat dans le folklore, généralement, tu as plus des 2-4, on dit, des 2-4. Par des valses. Puis le swing. Puis ça continue, là. Il y a des merengues, des cha-cha, des rumba, des samba. On aimerait bien entendre ça. Moi, je ne connais pas ça, là, ce beat-là. Alors, le rumba, samba, vous pouvez continuer à étaler, c'est bon comme ça. Mettons un rumba. Cha-cha.
Hé, monsieur Maringuet. Etc., etc. Etc. Donc, beaucoup de beats, là. Il y a aussi, j'avais appris probablement du beat militaire que vous aviez déjà confié déjà, hein, ou Ben pour les parades, là. Oui, c'est ça. J'ai jamais appris les parades militaires parce que moi, dans ce temps-là, c'est quand j'étais cadet, je jouais de la trompette. Ah, d'accord. Ça fait que je trouvais ça le fun, le drum, là, mais Ouais. je faisais la trompette. Ça fait que je me suis jamais... Ce que je joue, je l'ai vraiment appris par moi-même, tout seul. À part une petite cassette que j'avais eue d'un ami, M. Pat Cochran de Donnacona, pour m'identifier à différents rythmes. Ouais. Fait que ça, je ne sais pas si je l'ai encore. Mais Ça vous a aidé beaucoup. C'était ma base pas mal avec Pat Cochran, c'est ça. Bien, merci. Monsieur Régent Denis, bonjour. Bonjour. Régent, nous sommes ici à votre, si on peut dire à votre camp, hein, aujourd'hui, Oui, votre oui, chalet. oui, oui. Et puis, on parle des contes et légendes, et en particulier de Port-Neuf. Alors, on en a un conte aujourd'hui, alors on vous laisse avec l'imaginaire. OK. Joe Rivard restait par chez nous, lui. C'était un ébéniste. Il fabriquait des meubles, puis des beaux meubles à bord de ça. Il avait même bâti sa maison lui-même. Une belle grosse maison à 2 étages, avec une galerie qui courait tout le tour. Puis sur le toit de sa maison, il avait construit un genre de petit clocher. Puis évidemment, il avait mis une cloche là-dedans, puis il y avait un système de poulies qui descendait jusque dans son salon. Puis il y avait un code qu'il avait instauré avec sa femme. Quand sa femme tirait la cloche une fois, ça voulait dire que le repas était prêt. Si elle tirait la cloche 2 fois, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un à la maison qui voulait le voir. Puis si elle tirait la cloche 3 fois, ben là, il y avait de quoi de grave qui se passait. On ne sait pas ce que c'est, une maladie, un feu, mettez-en. Là, il fallait qu'il s'en vienne à la maison tout de suite, laissant tout son ouvrage de côté. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, pas d'Internet. Fait qu'il fallait trouver des moyens de communiquer. Puis, c'était aussi, en plus de son métier d'ébéniste, un petit cultivateur. Hein. Il y avait quelques animaux. Il y avait 10 poules, il y avait 9 canards, 8 oies, 7 dindons, 6 pigeons, 5 moutons, 4 chèvres, 3 cochons, 2 vaches, un cheval, un grand chien jaune qui passait sa journée couché sa galerie à se faire dorer au soleil, puis 3 chats gris qui couraient et souriaient un peu partout sur la ferme. Puis, comme revenu supplémentaire, il avait décidé de planter des sapins. Il s'était dit, quand Noël va arriver, je pourrai couper mes sapins et aller les vendre au village. Ça fait qu'au printemps, il a semé ses sapins qui étaient à peu près longs comme ça. Puis pendant tout l'été, il les a arrosés avec de l'eau de source puis de la poudre de perlimpinpin qu'il avait versée dans son eau. Alors ça, la poudre de perlimpinpin, si jamais vous tombez là-dessus, ça a des propriétés magiques. Tellement qu'à l'automne, ces sapins qui avaient été semés ça de long mesuraient déjà 2,5 mètres. Ça fait qu'il s'est dit, ils vont être bons pour les vendre tout de suite cette année. Ça fait que, faut que je vous dise que dans ce temps-là, les gens ne faisaient pas le sapin de Noël au milieu du mois de novembre ou avant, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, non. Dans ce temps-là, tu faisais ton sapin de Noël le 24 au soir, 24 décembre au soir, après souper, quand tes enfants étaient couchés, pour que quand ils se réveilleraient le lendemain et que le Père Noël sera passé, ils voient toute la magie de Noël, hein, le beau sapin, les belles lumières, les belles boules, tout ça. Ça fait que,
autour du 20 décembre, Joe Rivard a attelé son cheval sur son traîneau, puis il est parti vers le haut de sa terre à bois. Quand il est arrivé là, ben, il a débarqué, il a mis le pied sur une plaque de glace, les 2 pieds ont parti, sa hache a revolé à droite, puis elle a tombé sur un de ses sapins, son plus beau sapin en fait, puis elle a coupé 3 branches. Ah, il était déçu. Il a ramassé sa hache, il s'est relevé, il fait 2 pas, il glisse encore, sa hache part, puis elle tombe sur le même sapin de l'autre côté, puis elle y coupe 3 branches. Ah, il dit, celui-là, il dit, c'est bien sûr que je vais avoir de la misère à le passer, hein. Il était tellement beau, il était plus gros que les autres, même qu'il y avait donné un nom, il l'appelait Plume Vert. Il mesurait 3 mètres, lui. Puis il était plus large que les autres, c'était son plus beau. Puis vous comprenez bien que ce pauvre petit sapin-là était bien découragé, lui aussi. Hein? Bien découragé, il en pleurait. Ça fait qu'il a coupé ses sapins, il les a chargés sur son traîneau, puis il est reparti pour le village, laissant le pauvre Plume Vert tout seul en plein milieu du champ, avec 3 branches qui lui manquaient sur un côté, puis 3 branches qui lui manquaient sur l'autre. Plume Vert pleurait tellement il était découragé. Il dit, moi, mon rêve le plus beau, c'était de faire un arbre de Noël dans une famille où il y a beaucoup d'enfants autour de moi. Puis là, mais c'est bien sûr que je ne pourrais pas faire ça. Puis il s'est remis à pleurer de plus belle. Ah, Joe Rivard est descendu au village, puis il est allé vendre ses sapins. Mais il les a tous vendus, c'était des beaux sapins. Puis le 24 au soir, après souper, quand les enfants étaient couchés, les parents ont commencé à décorer le sapin de Noël. Hein? Les boules, les guirlandes, les lumières, la crèche. Puis, pendant ce temps-là, notre pauvre petit sapin là-bas, Plume Vert, qui était tout seul dans le champ, pleurait encore comme un bon. Quand la lune a vu ça, elle a dit aux étoiles, ça n'a pas de bon sens de le laisser pleurer comme ça tout seul, toute la nuit de Noël, tout seul dans son champ. Allons le voir, puis décorons-le à notre façon. Ça fait que la lune est descendue avec les étoiles. La lune s'est installée au-dessus de Plume Vert, puis les étoiles se sont placées un peu partout sur les branches avec un petit peu de poudre de perlimpinpin pour faire de la décoration. Alors, c'était de toute beauté. Pendant ce temps-là, au village, bien, les parents finissaient de décorer leur arbre de Noël. Il arrivait à minuit, puis à un moment donné, la cloche de l'église s'est mise à sonner. Fait qu'ils ont décidé à ce moment-là d'allumer leur sapin pour que le Père Noël se rende compte qu'il y avait un village là et qu'il fallait qu'il vienne porter des cadeaux. Ça fait que tout le monde a allumé son sapin en même temps. Il ne faut pas faire ça. Ça a été beau pendant 30 secondes, puis à un moment donné, boum! Une grosse explosion. Il y a eu une panne d'électricité parce qu'on avait demandé trop d'énergie pour le potentiel qu'il y avait dans ce village-là. Ça fait que le village est devenu complètement sombre, complètement noir. Fait que les parents se sont dit, bon, on fêtera Noël demain, ça va faire pareil, le Père Noël sera passé, puis les enfants ne s'apercevront pas de ça. Mais ce que les parents n'avaient pas pensé, c'est que les enfants se sont fait réveiller par de la grosse explosion. Ils se sont levés, puis sont allés dans la fenêtre, ils ont vu que le village était tout noir. Mais à un moment donné, ils ont vu des reines puis un traîneau qui se promenait dans le ciel. Puis la raison pour laquelle ils l'ont vu, c'est qu'il y avait en avant la première reine qui traînait l'attelage. C'était Rudolphe au nez rouge. Son nez clignotait. Alors, on dit, ouais, c'est le Père Noël qui s'en vient. Mais le Père Noël, lui, il regarde en bas, puis il ne voyait rien. Ça fait qu'il s'est dit, il n'y a pas de village ici. Ça fait qu'il est parti, puis en s'en allant, il a aperçu le sapin Plume Vert qui était tout illuminé là-bas, avec la lune puis les étoiles. Fait qu'il s'est dirigé là, il a arrêté, il a débarqué tous les cadeaux pour le village, puis il est reparti. Alors, les enfants qui l'ont vu aller là sont sortis de la maison tranquillement, sans réveiller leurs parents. Puis même s'ils n'étaient pas tellement habillés, la magie de Noël a fait qu'ils n'ont pas eu froid. Alors, ils sont dirigés vers la montagne où était Plume Vert, avec la lune et les étoiles, puis ils ont trouvé tous les cadeaux qui leur étaient destinés au pied du sapin. Fait qu'ils ont joué avec leurs cadeaux toute la nuit, ils sont amusés avec leurs amis, puis au petit matin, ils sont retournés chez eux avec leurs cadeaux, puis ils sont rentrés dans la maison encore sans faire de bruit, puis ils sont allés se coucher. Puis quand le jour a commencé à se lever, la lune et les étoiles sont remontées dans le ciel. Puis, ils ont repris leur place. Puis Plume Vert, lui, dans sa montagne, il était tout seul, puis il pleurait. Mais cette fois-là, il pleurait de joie, parce qu'il avait pu réaliser son plus grand rêve, qui était d'être un arbre de Noël avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants à ses pieds.
Ah, ça a été son plus beau Noël. Puis je vous en souhaite un pareil. Fernand Pelletier, bonjour. Bonjour, Tony. Ça va bien, Fernand? Ça va très bien. Fernand, on parle aujourd'hui d'enregistrement, de studio d'enregistrement. Dans les précédentes entrevues, on a tout vu en détail. On a vu tes équipements. Fernand, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui voudraient justement, en général, genre de petite rétrospective, là, en général, les conseils que tu peux donner aux jeunes qui veulent faire un enregistrement? Je conseillerais, quand c'est pour le chant, de regarder la hauteur qu'ils peuvent chanter. Parce qu'il y en a des fois que on entend une pièce, puis ils chantent bas, puis l'autre pièce chante haut, tu sais, aïe, là. Fait que faut qu'un peu ce soit balancé, tu sais. Quand tu écoutes Joe Dassin, quelque chose, il y a toujours le même petit thème de voix quelque part, tu sais. Fait que si le monde aime ton thème de voix, puis que la deuxième pièce, t'es trop en l'air, puis que tu cries, bien, tu sais, peut-être qu'ils vont moins aimer ça, tu sais. Donc, Fernand, tu es en train de dire, de voir, de prendre conscience de nos limites. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est ça. OK. Ensuite de ça, bon, évidemment, on a dit 14-15 pièces C'est ça. de se préparer. Oui. Ensuite de ça, bon, se préparer à l'enregistrement, évidemment. Fernand, ça peut coûter en général combien pour quelqu'un qui va faire un enregistrement de base? Là, si on peut dire un chanteur, il y a une différence, je pense, entre un chanteur et un instrumentiste. On peut-tu en parler un peu? Oui. Bien, le chanteur, s'il y a ses trames sonores, là, tu sais, Oui. peut-être que je vais mettre rajouter une guitare, quelque chose, balancer un petit peu sa trame sonore, c'est 600 $ environ. Oui. Puis s'il faut que je fasse la musique, c'est 800, 900 $. Tu sais, parce que quand il faut que tu fasses toute la musique au complet, c'est long. Oui. Puis si tu es un instrumentiste, bien, je charge 400 $. Oui. Parce que je ne dis pas que ça se vend moins, mais tu sais, c'est un autre domaine. Hein, quand c'est instrumental, c'est pas la même chose que quand c'est chanté. C'est bon, Fernand, ce que tu dis, parce que dans le sens que faut... la question, c'est que il y a une différence entre un album chanté et un album instrumentiste. Donc, il y a une différence entre les deux au point de vue marché. Toi, est-ce que tu t'occupes de la distribution ou c'est la personne même qui a fait son master? Comment ça fonctionne? Premièrement, il faut que la personne, si elle chante les pièces d'autres personnes, il faut qu'il y ait des droits d'auteur. Hein? Si ça va dans la radio, dans la télévision, il y a des droits d'auteur. Fait que moi, ce que je fais, c'est que moi, je donne un master. Je peux faire le CD, je peux l'envelopper, les pochettes, je peux faire tout. Ils peuvent aller ailleurs aussi. Donc, physiquement parlant, là, tout le vrai CD, bien la là, pochette. ce qui arrive, c'est que Ouais. s'il prend ses compositions, il sera peut-être mieux quand même des sécuriser avec je sais pas si la SAC, il y a un nom à ça, là. D'accord. Il peut sécuriser ça pour pas survoler ses pièces non plus. Est-ce que ça serait la SOCAM, ça se pourrait-tu? Je pense que c'est ça. Bon. Faut qu'il sécurise ça quand même. Mhm. Et moi, j'ai un conseil à donner. Il peut faire autre chose aussi. Il peut... Il y a 3 façons qu'il peut le faire. Il la met sur une clé USB, sa composition. Puis si tu remarques, quand tu prends la clé USB, là, tu prends la pièce, là, puis tu regardes dedans, là, en tout cas, tu peux voir la date qu'il a faite, la pièce. OK? L'autre chose qu'il conseillait anciennement, c'est que tu prends tes compositions, bien, le CD de tes compositions, tu les mets dans une enveloppe, le CD, tu sais, puis tu te l'envoies par la malle. Tu prends le CD,
tu vas pour OK. revoir le CD chez vous. Ouais. Fait que tu le mets enregistré. Fait que quand il est enregistré sur vous, ça prouve que ça a été fait à cette date-là. OK, donc c'est la Un date de enregistrement. fabrication. C'est la date d'enregistrement qui devient priorité pour prouver comme de quoi que c'est toi qui l'as fait. C'est ça. OK. Et quand tu le mets dans les clés, dans les ordinateurs, Oui, tu automatiquement. peux toujours le savoir. Oui, Je sais pas si tu sais comment Oui. c'est facile, là. exact. Oui, Ouais. oui. Tu peux toujours savoir à quelle date que la composition a été faite. OK. Fait que là, tu peux prouver ça. Mais si tu es capable de prendre le CD et de te l'envoyer, là, bien ça, c'est une preuve Oui. gouvernementale. Et la troisième façon, on a les deux façons. Tu disais qu'il y en avait une troisième? Bien, la troisième façon, tu les laisses prendre vers les autres. Des fois, il y en a un autre qui peut le prendre et faire un hit avec ça. Puis toi, tu es bien content qu'il parle de toi. OK. Hein, Donc c'est tu ça. peux composer pour quelqu'un qui, lui, après ça, fait on peut dire, Moi, le j'ai des succès. compositions, mais Oui. je les donne. Tu sais, je les vends pas, je les donne mes Oui. compositions. J'ai fait des compositions, puis je les donne. Puis si les autres veulent les prendre, des fois, il y en a un, puis l'autre qui les a pris, il n'aimerait pas de nom. Puis il y en a que, des fois, c'est trois personnes différentes qui ont pris la même pièce, puis ils l'ont chanté à leur façon. Tu sais. Donc, à ce moment-là, après avoir fait l'enregistrement, c'est à la personne d'être responsable de ce qui se passe de son enregistrement. Ouais. Il y a une petite chose qu'on peut remarquer. Quand la personne, mettons, c'est un gars qui fait des compositions, hein, tu sais, Oui. puis il pourrait regarder alentour, dire « Hey, je vais faire un CD », pour voir s'il dirait « Hey, il m'a t'en acheté un », tu sais. Il pourrait voir d'avance, voir c'est quoi le marché qu'il, lui, pourrait avoir, tu sais, ou elle, Oui. qu'elle pourrait avoir dans le marché, tu sais. Parce que ça arrive souvent que quelqu'un vient ici et dit, regarde, je vais en faire 50, j'en ai 25 de vendus. Alors, vous pouvez quand même distribuer la quantité de CD qu'une personne veut avoir. Vous pouvez Oui, faire puis ça. après, je garde tout ici, puis après ça, elle peut téléphoner et dire, fais-moi-en 10 autres, tu sais. Oui. Ouais. Donc, c'est à la pièce à ce moment-là. Là. Ben oui, quasiment. Oui. Tu sais, c'est plus tannant pour moi quand j'ai fait une 10 parce que Oui, faut évidemment. que je sorte l'enveloppeuse, autrement dit, pour 10, mais ça fait Mais rien. Est-ce que, vu que c'est de fabrication qu'on peut dire artisanale, si Oui. on peut dire, est-ce que ça a plus d'intérêt pour les gens qui achètent? Est-ce que c'est plus un succès? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on est capable de quantifier ça? Dans le moment, là, il y a une grosse différence. Ils sont rendus avec des longs jeux. Oui, ça revient le vinyle. C'est avec le vinyle. Fait que Oui. les artistes, ça occupe plus le monde ordinaire. D'accord. Alors là, Ça OK. peut être artiste pareil, c'est lui qui chante, là. Oui. Mais je veux dire par là qu'ils sont rendus avec des vinyles. Fait que là, il n'y a plus de comparaison. Là. Quand tu vends un CD, les autres, ils n'en vendent pas. OK. Fait que ça a changé parce qu'avant, il fallait avoir une compétition. Oui. Maintenant, quand c'est l'accordéon, c'est plus 10 puis quand c'est chanté, c'est plus 20 que tu vends, tu sais, peut-être 15 Puis l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y en a qui en font des fois, puis dans le temps, la fête de quelqu'un, bien, ils donnent le CD, puis tu sais... Oui, exactement. Comme cadeau, ça se donne bien, ça se reçoit bien. ouais. Est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a des artistes, des fois, vous dites, je ne sais pas si ça peut arriver, t'es pas prêt, tu reviendras un petit peu plus tard, ou change ceci. Tu lui donnes une genre de liste à changer, et à un moment donné... C'est très rare? Ou ça arrive de temps en temps? Tu sais, les gens, là, Ouais. sont sophistiqués. Puis si la personne avait chanté, puis elle se pense bon, là, je peux pas l'empêcher de s'enregistrer. D'accord. Même si c'est pas si bon que ça. OK. C'est fait de même. Hein, tu sais, Ouais. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est à la personne la de responsabilité. juger, hein, un peu Ouais, aussi, tu sais. Mais Oui. j'essaie de corriger. Mais Oui. je vais te donner une idée. Hein. Il est venu quelqu'un ici. Puis j'ai dit, tu sais, la fin, quand tu dis petite, faut que tu dises un T, tu sais. Pas besoin de dire une petite, OK? Oui. Bon. Fait que là, il était pas content. J'ai dit ça, il était pas content, tu sais. Bon. D'accord. Fait qu'il est revenu une autre fois, puis là, il a chanté. Je l'ai jamais redit. OK. Il ne l'avait pas sur le T à la fin. Oui. Hein? Oui. Hein? Je chante. Tu sais, je chante. Il y a un T. Tu
quelque chose, OK? Donc, dans la diction, là, si on peut dire. Oui, mais parce qu'on le voit bien, hein, tu sais. Oui, c'est Bon, évident, là. c'est ça. Puis la personne qui va chanter, des fois, elle chante, puis elle respire trop fort. Avant de chanter, je suis obligé de baisser tout ça. Hein? Je ne dis pas, là, mais je suis obligé de baisser parce que ça fait bien trop un son, tu sais. Hein? Oui. Quand tu mets un petit écho avec ça, là, tu sais. Fernand, comme conseil, est-ce que moi, si je suis un jeune, puis un jour, je voudrais être une personne qui enregistre, je voudrais être un technicien, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être quelqu'un qui fait ton métier, là? Bien, faut pouvoir travailler des ordinateurs, c'est rendu là. Hein? Oui, en informatique. Comprendre le programme, parce Oui. qu'il y a des nouveaux programmes, là. Mais c'est une technique pareille. Il faut que tu étudies la technique pour savoir les Oui. instruments, comment est-ce qu'ils se comportent, puis quelle hauteur. C'est comme des étages, hein, tu sais, le son, hein, c'est comme un étage. Tu sais, Donc, une bonne base de musique, évidemment. oui. Une bonne Ouais. base de musique. Ouais. Oui. Fernand Pelletier, un gros merci d'avoir participé à l'émission Amusons-nous jeunesse. Au nom des jeunes, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Fernand. Puis, merci de nous faire partager ton expérience. Et puis, je pense que les jeunes qui sont intéressés vont venir te rencontrer. Je veux juste te dire un mot à la fin. Oui. C'est que faut pas oublier que des fois, on oublie que on a des parents, on a des amis. Tu sais, ça n'a pas d'âge, ça. Puis les gens devraient... Quand les gens ils se sentent capables d'enregistrer, là, même pour un souvenir, là, il serait bien mieux de le faire que d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis, hein, on ne sait jamais. Ça, c'est puis vrai. tu perds de quoi, tu sais, hein, les gens, tu sais. Un beau souvenir. Le souvenir, surtout. Puis même toi, quand tu es jeune, mettons, tu joues de la guitare, mettons, ben, si tu viens enregistrer avec la guitare, tu sais, puis 10 ans plus tard, là, tu fais un autre enregistrement, tu dis, hey, te rappelles-tu, il y a 10 ans, je jouais le même, hein, c'était... Bon, tu sais, c'est ça, là. Ça, c'est le souvenir aussi. Hein? Merci beaucoup, Fernand, puis bonne santé et longue vie. À toi aussi. Bonjour, mon nom est Nicolas Noreau. Je vais vous interpréter L'Embrasse-moi Joséphine avec mon ami Gaétan Lefebvre au piano.
Bonjour, je suis Maxime Cochon-Nollet. Je vais vous interpréter la Polka des Forges, accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre au piano.
choisi.